Bonsoir, Roxane Martin. Bonsoir, Alexandre Cadieux. Tu vas bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. On est réunis ici à la librairie Le Port de Tête à Montréal. On remercie toute l'équipe pour son accueil, pour souligner le lancement de ton ouvrage, François Barbeau et son approche du costume, le récit d'une carrière 1955-2016, qui vient de sortir. Te dire que j'ai accepté avec empressement d'animer cet entretien, ça m'a honoré pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que c'est un ouvrage qui est important, qui vient combler, non seulement qui vient combler un trou dans l'histoire du théâtre et de la culture québécoise, parce que peut-être qu'on va ouvrir là un champ dans lequel d'autres vont s'engouffrer. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et aussi parce que j'ai calculé que j'ai le privilège de t'appeler mon ami depuis une quinzaine d'années, ce qui est le temps que tu as mis à peu près sur cette recherche. Donc, j'oserais pas dire qu'on a cheminé ensemble puisque tu as travaillé beaucoup plus fort que moi là-dessus, mais voilà. Tu m'as suivi. Voilà, d'où ce tutoiement dont j'userai et j'abuserai pendant toute cette... Tu m'as entendu parler de Barbeau pendant 15 ans. Continuellement. Oui, voilà. Fait que je pense que si les gens ne connaissent pas François Barbeau, suffit de t'avoir croisé ne serait-ce que 3 minutes au cours de cette période et évidemment déjà beaucoup d'informations qui sont là. Ça a été ma vie. Ça a été vraiment mon entourage et oui, pendant 15 ans. On reviendra là-dessus. Roxane, souligner aussi que bon, tu enseignes la littérature, le français, le théâtre au Collège André-Grasset depuis plusieurs années déjà. Tu as signé plusieurs articles, contributions à des ouvrages collectifs, notamment ce mastodonte, évidemment, on peut toujours en parler, qui, comme ton ouvrage est paru aux presses de l'Université de Montréal, le théâtre contemporain au Québec, 1945-2015, une somme importante dans laquelle tu as beaucoup écrit les pages qui concernent la scénographie et l'histoire du costume. Voilà, fait que là, on a toute ta collection avec nous ce soir. Il y a même pas des plumes, mais il manque celui sur Alfred Pellan. Oui. On le trouvera. On le trouvera. Oui, on a un peu de chauvinisme éditorial. On s'est concentré, évidemment, sur les plumes. Très bien. Pour ce soir. Roxane, pour nous lancer, pour revenir au point de départ, en tant que chercheuse, qu'essayiste, tu t'es d'abord intéressée à des matériaux littéraires, à des textes dramatiques, à des questions d'adaptation, de traduction. Tu as travaillé dans ce fascinant corpus qui est les Shakespeare repensés, retraduits par Normand Chorette. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une littéraire a choisi de s'aventurer dans un des aspects les plus matériels du théâtre, de sortir un peu des approches peut-être plus littéraires, puis t'avancer un peu dans l'histoire culturelle? Ça a été quoi peut-être le point qui t'a fait dévier, qui t'a arraché à la littérature pour te tourner vers l'histoire de la scénographie et du costume? C'est Pellan. C'est Alfred Pellan, en fait. Oui, c'est ça. Première année de doctorat, j'étais rentrée à l'Université Laval avec un sujet sur Shakespeare et Robert Lepage. Ça fitait tout à fait dans l'Université Laval. On s'est interrogé là-dessus. Les captations étaient très mauvaises. Ça fonctionnait pas très bien. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qui serait intéressant d'aborder. Donc, scénographie. En recherche sur la scénographie, il y avait rien. Donc, on s'était dit que ça serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourrait aborder. Fait une petite recherche. La Société française Shakespeare fait un colloque sur le costume, à travers Shakespeare, rencontre Pellan dans ma recherche qui avait travaillé sur La Nuit des Rois. Alors, commence à faire la recherche sur Alfred Pellan, va à Paris, présente ça, les Parisiens... Ah, oui, d'accord. On le reconnaît bien là. Alors que moi, je trouvais ça extraordinaire d'imagination. C'est les 2 seules pièces qu'Alfred Pellan a fait en scénographie. Maintenant, ils sont dans des musées. Et on le reconnaît comme étant un artiste peintre, mais c'est son travail de scénographe sur lequel je me suis attardée. Et ça a continué en 2 ouvrages éventuellement. Donc, celui du Musée national des beaux-arts, parce que c'est moi qui avais fait les textes qui accompagnaient l'exposition. Et un texte qui avait été fait avec une exposition nomade qui se promenait un peu partout dans les bibliothèques de Montréal. Donc après, Pellan, mais Pellan, c'est une trop petite carrière pour faire un doctorat. Alors, qui a une assez grande carrière pour le doctorat? François Barbeau. C'est comme ça que je suis arrivée. 1955-2016, c'est bon. C'est pas sa vie, hein, c'est sa période d'activité. C'est sa carrière. Donc
plus de 6 décennies. Bon, fait que, OK, il y a le filon Shakespeare, parfait. Il y a une cohérence, OK. On t'accorde une cohérence dans toutes ces bifurcations. On l'a dit, puis je pense qu'on peut le redire, l'histoire de la scénographie et encore plus du costume au Québec, c'est un champ inexploré. Peu exploré. En tout cas, il y a quand même certains noms de chercheurs. Je pense à Mme Renée Noiseux-Guric, par exemple, qui a travaillé là-dessus. Mais on attendait encore peut-être un ouvrage, ou en tout cas... est-ce que c'est un champ qui est petit? C'est un champ qui est difficile, c'est éphémère. Les restes, les archives, qu'est-ce qui reste de ce travail-là en scénographie est difficile. Les scénographes ont de la difficulté à conserver leurs archives parce que ça prend de l'espace. Les concepteurs de costumes, c'est encore plus difficile. On fait quoi avec les maquettes 3D? Éventuellement, on fait quoi avec les maquettes électroniques, mais qui vont prendre la place sur des serveurs? Les éclairagistes, les sonorisateurs, c'est encore plus difficile, c'est encore plus éphémère, il y a encore moins de traces. Alors, c'est vraiment c'est la difficulté, je crois, de pouvoir aborder ce sujet-là qui fait en sorte qu'il y a si peu d'ouvrages. Et un ouvrage conséquent comme celui-là, donc aussi épais, aussi volumineux, c'est rare parce que justement, il nous reste peu de choses. Alors, Barbeau avait tout conservé, avait conservé toutes ses archives, les avait déposées à BANQ. J'ai pris en photo toutes les maquettes du fond, ça fait 20 000 photos. Alors, il y a 20 000 photos en permanence dans mon ordinateur, sur un disque dur externe, sur un autre disque dur externe et sur un cloud. J'ai trop peur de tout perdre. Et en plus, il y avait d'autres boîtes qui étaient à l'atelier, qui l'ont remis à BANQ après. Il y avait des boîtes avec des costumes que le musée de la civilisation a récupérés. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres qui ont été perdus avec la succession. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, mais on en a conservé énormément. Donc, il y a une difficulté matérielle, celle que tu viens de nommer. C'est des ensembles à la fois trop vastes et difficiles à faire entrer dans physiquement, spatialement. Est-ce qu'il y a pas aussi peut-être que on porte beaucoup d'attention au texte dramatique, peut-être à des démarches de mise en scène qui ont fait école ou tout ça, alors que justement les aspects plus scénographiques, outre la difficulté matérielle de s'y attarder, c'est peut-être moins considéré comparativement justement à la littérature dramatique ou à la pratique de la mise en scène? Barbeau répondrait, c'est moins compris. C'est plus facile de comprendre un texte, de comprendre une mise en scène, de comprendre un jeu d'acteur, que de comprendre la démarche lui se considérait comme étant un artisan. Donc, de comprendre la démarche de l'artisan. Même lui disait qu'il avait de la difficulté à faire comprendre son travail aux autres artisans, aux autres artistes du projet, de la production. Les gens venaient voir les maquettes. Ah, OK, ça va être beau. Et repartaient. Ils comprenaient pas le travail, comprenaient pas les signes. Et ça le frustrait énormément. Donc, il se considérait comme étant un pédagogue capable d'expliquer son travail. Alors, si les gens qui travaillent avec lui comprennent pas encore tout à fait son travail, c'est encore pire pour les chercheurs et le grand public. Donc, c'est vraiment un travail de l'ombre et un travail de l'ombre qu'on a de la difficulté à comprendre des fois. Bon, fait tu nous as fait la réponse de François Barbeau, ce qui évidemment t'évite d'avoir à te prononcer toi-même sur le sujet, mais c'est très éclairant, puis on y arrivera, mais j'imagine que ça a aussi forgé une partie de sa carrière de pédagogue que de vous dire tous les participants, tous les membres, tous ceux ceux et celles qui s'investissent dans une production théâtrale devraient être capables de mener un peu ce dialogue-là, de pouvoir comprendre un petit peu toutes les implications du costume, de la conception. Puis comme pédagogue, c'est quelqu'un qui a été pédagogue toute sa vie. C'est quelqu'un qui a commencé à l'enseigner à l'École nationale alors que l'École nationale venait d'ouvrir. Donc, au début des années 60, il avait 5 ans de carrière quand il est devenu professeur pour enseigner cette carrière-là. C'était déjà quelqu'un qui apprenait en même temps qu'il enseignait à ses étudiants. Il essayait d'expliquer une façon de faire qui était très très proche de la sienne. Et il disait d'ailleurs qu'il y avait eu un impact plus grand sur les concepteurs de décors que les concepteurs de costumes. Étonnamment, il recevait plus de feedback des concepteurs de décors que des concepteurs de costumes. Mais comme pédagogue, il va continuer comme pédagogue toute sa vie, enseigner jusque dans les années 2000-2010, avec des petits stages à l'École nationale ou à l'École supérieure.
Et c'est aussi quelqu'un comme metteur en scène, parce qu'on oublie souvent que Barbeau a été metteur en scène. C'est quelque chose de mineur dans sa vie. Il en a fait 32. Ah. 32 mises en scène, et les reproches que les acteurs lui faisaient, c'est d'être trop pédagogue. Bon. Donc, de trop leur enseigner comment le texte était, c'est quoi les interactions entre les personnages. Il ne laissait pas assez de place à eux. Il était trop pédagogue. Il voulait trop montrer comment faire. Donc, ça a été une des choses qui a fait en sorte que la mise en scène n'a pas fonctionné. Bon. On est là, on parle de François Barbeau, on parle de la longévité. Fais-nous peut-être un petit portrait chiffré, juste pour qu'on se rende compte peut-être de l'importance. On va y aller en chiffres, après on va y aller dans le qualitatif, bien sûr. Donc François Barbeau, on dit 60 ans de production théâtrale, de production pour l'opéra, pour le cinéma. Tu as dit 32 mises en scène, mais par exemple, combien de productions théâtrales où il a agi en tant que concepteur? 720 différentes. 720 différentes, je ne compte pas les tournées, je ne compte pas les reprises, mais je compte quand même qu'il a fait 6 fois Les Belles-Sœurs. Mais c'était 6 productions différentes. En chiffres, ça ne sera plus possible de refaire ça. Pour plein de raisons. La beauté de la chose en ce moment, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande diversité de scénographes. On a de plus en plus de concepteurs de costumes qui sont divers, qui travaillent beaucoup. Mais il y en a beaucoup, mais ça fait en sorte que le travail, il est divisé dans ce nombre-là, alors que Barbeau a été longtemps tout seul. Alors, il était capable de faire toutes les productions d'une même saison au Rideau Vert. Il faisait les 5 productions. Je pense qu'il y a pendant eu... plusieurs années, pendant ce régime-là. Presque toutes les années 70. Les 10 années des années 70, il a à peu près tout fait. Et il affirmait qu'il n'était pas le concepteur à demeure du Rideau Vert, que les metteurs en scène étaient libres de l'engager ou pas. Il se retirait de l'atelier qu'il avait créé pour le concepteur qui allait être engagé, mais ça allait de soi. Là. Donc, la plupart des metteurs en scène l'engageaient. Ensuite, ça a été à peu près la même chose, mais chez Duceppe. Alors, chez Duceppe, il a créé très, très souvent les 5 spectacles. Les costumes des 5 spectacles. 4 fois, très souvent, 3 fois, très souvent, et il a travaillé là presque jusqu'à la fin de sa carrière. Et ça, là, tu parles de Grand Théâtre montréalais, Rideau Vert du CEP, mais aussi des programmations assez diversifiées, ce qui fait qu'on est allé, il a touché à tous les répertoires dramatiques, là, que ce soit classique ou contemporain ou la création même. On faisait aussi appel à lui pour des textes de création. Oui, tous les Tremblay. Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose. Le metteur en on était dans les chiffres. Le metteur en scène avec lequel il a le plus travaillé, c'est Brassard. Après, c'est Denoncourt. Mais Brassard, donc, c'est tous les Tremblay. Et toutes les reprises de Tremblay. Alors, à chaque fois qu'on reprenait un texte, c'était Brassard qui l'engageait. Quand Brassard est allé au CNA, Brassard l'engageait. Donc, il y avait vraiment une très belle collaboration avec Brassard et vraiment une façon de travailler qui allait bien entre les deux. Brassard était jamais précis. Il savait pas ce qu'il voulait, mais il savait ce qu'il voulait pas. Et ça, Barbeau aimait ça. Ça permet d'éliminer quelques possibilités. Ouais, Barbeau aimait ça, c'était clair. Ah, ça, il veut pas ça. Ça, il aimait ça. On parle de l'homme. On a parlé tout à l'heure avec Chantal Dabard, tu as parlé aussi de la somme des archives. Donc, la matière de ta réflexion, de ta recherche, elle est évidemment protéiforme. Tu as parlé de toutes ces archives que tu as dû numériser toi-même, et après, c'est un cadeau que tu as fait aux institutions. Non, je l'ai fait à Barbeau. C'est Barbeau qui les a eus. OK, bon, voilà. Tu t'es intéressé, puisque j'ai lu ton livre aussi, à la réception critique, donc à ces décennies de jugement sur l'œuvre, mais la critique reste un témoignage, une tentative de comprendre, de faire des liens aussi. Mais tu as une source exceptionnelle, quand même. Avant son départ en 2016, tu t'es entretenu avec François Barbeau pendant des heures et des heures et des heures pour faire le tour de tout ça. Parle-nous un petit peu de cette richesse-là, mais aussi peut-être cette difficulté d'avoir devant toi à la fois le sujet et l'objet sur lequel tu travailles. C'était très intimidant. Puis aujourd'hui, avec le recul, j'aimerais tellement ça pouvoir le re-interviewer. J'ai tellement de questions. On s'est rencontrés une quinzaine de fois, chez lui, toujours.
J'arrivais chez lui, on s'installait, il se prenait un thé blanc, mettait un petit peu de papier d'Arménie et avec la musique de Radio-Canada qui jouait en background tout le temps, j'enregistrais les conversations. Puis j'ai des coups sur l'enregistrement parce qu'il frappe pour donner ça c'était le fun. Et sa voix tellement caractéristique, un peu haut perché. Et on m'avait averti, c'est une diva, c'est quelqu'un d'un peu soupe au lait, fais attention. Il va aussi être dans le name dropping, c'est un test. Il veut juste voir si tu es intéressé par lui ou par le glamour de la chose. Okay. Alors j'ai été très terre à terre, il a beaucoup apprécié, ça s'est bien passé. Toutes ces mises en garde étaient fondées? Oui. Non. OK. J'ai eu affaire à plus un grand-papa bienveillant qui était content que quelqu'un s'attarde aussi longtemps quand même sur sa carrière. Il me remettait à ma place. J'adorais ça. Il me disait, là, Roxane, là, de l'argent, on n'en avait jamais. Donc, arrête de dire que le budget était limité. Il était tout le temps limité. Parfait. Donc, arrête de le dire. Et c'est vrai. Il dit, là, tu as une vision un peu romantique de ce que c'est. On va enlever une coupe d'affaires. Parce que ça, là, c'était pas de main. OK, parfait. Donc, j'avais vraiment une opinion très directe. Il a tout lu. Il a jamais demandé de rien couper. Jamais. C'est sûr que j'ai gardé certaines conversations pour la fin, les choses plus difficiles. Sa faillite. Il a fait une faillite personnelle à cause d'une erreur à l'atelier. Il y a aussi ses mises en scène. Les critiques étaient extrêmement dures envers lui. Des fois justifiées, des fois clairement juste gratuitement. Oui, il y a eu des moments où j'ai abordé ça plus vers la fin quand le climat de confiance avait été fait. Donc, oui, c'est sur 6 ans qu'il y a eu ces 15 rencontres-là. Vraiment très riches, puis avec des potins, des petites choses qui étaient le fun, puis que je peux pas mettre dans ma thèse, malheureusement, et que je peux pas mettre dans l'ouvrage non plus. Mais ça me donnait vraiment une vision d'ensemble de ça avait l'air de quoi le milieu, de son point de vue, toutes ces années-là. Et l'évolution aussi du milieu théâtral. Il l'a vu grandir, littéralement. Là. Il est parti de la roulotte, puis... Bien sûr, parce que là, tu sais, on dit 55. 55, c'est même pas 10 ans après la création de Ticoc, par exemple. On est vraiment dans l'âge d'or d'un certain théâtre québécois qui s'institutionnalise, dont le niveau de professionnalisation augmente d'un coup. C'est énorme. C'est énorme comme parcours. Puis commencer à travailler avant la formation des écoles de théâtre. Donc, commencer à travailler sans formation. Le jeune professeur. C'est ça. Puis travailler sans formation. Ça va être son manque, je crois. Il va chercher un mentor très longtemps. Il y a un principe super intéressant, je veux dire théorique en tout cas, ou un concept qui a structuré ta pensée, c'est cette idée des 3 temps du costume. Et je trouve ça, le jour où tu m'as expliqué ça, je me suis senti extrêmement choyé et intelligent parce que c'est très clair, ça permet de penser à l'objet théâtral du costume dans le temps et on dirait qu'on s'attarde pas nécessairement à ça de l'extérieur. Fait que, parle-nous peut-être un peu de ces 3 temps du costume, puis après on rentrera dans comment ça s'activait cette chose-là chez Barbeau. C'est encore d'actualité tout le temps. J'ai reçu une formation par Éco-Céno la semaine dernière, puis j'étais encore capable de l'appliquer, donc je trouvais ça extraordinaire. C'est Sylvie Perrault qui a théorisé là-dessus en disant il y a 3 temps du costume. Le premier, c'est le temps artisanal. Donc l'objet artisanal, c'est tout le temps de conception et de confection. Ça peut être un décor, mais comme ça peut être aussi un costume. Alors, comment on imagine? On fait la recherche, on discute avec le metteur en scène, on fait les maquettes. En fait, on fait les esquisses préliminaires, les petits dessins rapides. On fait les maquettes, on les présente au metteur en scène. Oui, non, on les change. On les présente à l'équipe de production. Oui, non, on les change. Et quand on a le OK, on confectionne. Donc, on crée le costume, essayage, réessayage, on fait des petites modifications. Ça, c'est tout le temps artisanal. Le deuxième temps, c'est le temps théâtral. Donc, c'est le moment où le costume vit sur scène. Donc, ça peut être très court au théâtre. On sait, au Québec, on a 30 représentations. Comme ça peut être très long. Par exemple, les costumes au Cirque du Soleil qui peuvent être là pendant des années et des années. Que Barbeau en a fait quand même pour 2 productions qui n'ont pas été très longues, par exemple, dans son cas à lui. Donc, tout le temps où le costume est sur la scène, c'est l'habilleur qui va le rafraîchir, qui va le nettoyer, qui va l'entretenir. C'est l'acteur qui va le porter. Ça va l'aider dans l'interprétation de son personnage. La dimension du confort, symbolique aussi. Tout ça. Et Barbeau voulait pas que ça soit trop symbolique. Il voulait pas tout donner. Il voulait plus inspirer l'acteur que le spectateur. J'ai dit symbolique.
peut-être plus largement, où le costume est un signe parmi tout un système, dialogue avec l'espace, avec la lumière, avec les autres éléments de la scénographie. Tout à fait, et c'est le résultat de la conversation avec le metteur en scène. Donc, le metteur en scène voulait dessus que ce soit aussi parlant, pas trop parlant, pas de cette époque-là. Donc, oui, c'est aussi le résultat de la conversation avec le metteur en scène et de l'acteur, pour le confort de l'acteur, qui était hyper important pour Barbeau. On pourrait avoir l'impression que c'est la culmination de l'existence du costume, mais là, on est rendu à 2 temps. Parle-nous de ce 3e temps auquel on pense peut-être peu, ou en tout cas, c'est celui qui échappe sans doute le plus à nos perceptions habituelles. Et comme chercheur, c'est celui que j'ai besoin. C'est l'objet patrimonial. C'est qu'est-ce qui reste du spectacle. L'objet patrimonial, ben, c'est le costume comme tel, mais est-ce qu'on l'archive? Est-ce qu'on le conserve? Très peu de costumes sont conservés, malheureusement, parce qu'on les réutilise. Donc, on va prendre les costumes, on va les modifier, puis on va les réutiliser. Alors, il va redevenir un objet artisanal et redevenir un objet théâtral. Et donc, cette rotation-là fait en sorte qu'on perd la matière, on perd le costume comme tel, parce que archiver des costumes, c'est extrêmement cher, ça prend beaucoup d'espace, ça prend des conditions idéales. Ceux de Pellan ont été conservés, évidemment, c'est Pellan. Certains de Barbeau ont été conservés, sont maintenant au musée de la civilisation. Donc, c'est le premier usage, c'est de la réutilisation. Donc, on va le réemployer, on peut l'archiver, on peut le mettre dans un musée. Et il y a aussi toutes les traces de ce costume-là qu'on peut trouver dans les photographies, dans les archives, qui aident le chercheur. Parce que sinon, on se retrouve à... Oui, mais c'était quoi le costume pour cette pièce-là? Donc, c'est le temps qui suit le temps scénique. Quand tu dis « on va le récupérer, on va le modifier », quand on lit ton livre, on voit à quel point Barbeau a une réflexion continue et d'une étonnante profondeur là-dessus, mais est-ce que c'est une pratique courante dans la conception de costumes de théâtre que de toujours reprendre, récupérer? Lui, il en a fait un art, une éthique, je pense même, on pourra en reparler, mais est-ce que tout le monde fait ça, ou s'il y a une espèce de sacralisation une fois que le costume a été utilisé, il appartient à ce moment passé et on peut pas le reprendre pour une autre œuvre, pour une autre production? Je dirais que c'est une pratique très répandue. Très, très répandu, surtout pour le costume. D'ailleurs, c'est ce qui était à la base de l'atelier BJL, parce qu'après Kamouraska, ils se sont rassemblés, donc François Laplante, Louis Jobin et François Barbeau se sont réunis pour avoir tous les costumes, et ensuite, les différents concepteurs utilisaient les costumes de l'atelier, en créaient d'autres et s'les échangeaient. Alors, il y a des costumes qui ont été dans Kamouraska, mais qui sont ensuite au théâtre, et l'inverse a été vrai aussi, et ça a été comme ça pendant des années. Donc, de faire un lieu d'échange et de partage, qui est devenu ensuite le Centre national du costume avec la même mission. Et éventuellement, Barbeau a ouvert son propre atelier pour réutiliser toujours. C'était des mesures financières qui faisaient en sorte qu'on réutilisait parce qu'on avait une patine, on avait une forme, puis on avait des tissus déjà, donc ça faisait en sorte qu'on économisait beaucoup d'argent. Maintenant, on voit de plus en plus, et Barbeau aurait probablement été très, très d'accord avec ça, c'est l'environnement. Donc, c'est des volontés éco-responsables qui font en sorte que maintenant, les concepteurs actuels, ceux qui travaillent en 2025, justement, vont réutiliser leurs costumes, vont retrouver des choses au Village des Valeurs pour utiliser la patine, utiliser la forme, mais aussi, environnementalement parlant, ça fait en sorte qu'on économise beaucoup, puis on a moins d'impact sur le climat, sur l'environnement. Donc, on n'avait pas cette sorte de sacralisation de l'objet tu parles de raison économique. Parle-nous des capes en cuir, parce que je pense que c'est quand même... Non, mais c'est un exemple qui est tellement parlant. Les capes en géotextile. Voilà, en cuir. Ben, déjà, moi, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire de Barbeau, c'est de toujours vouloir innover. À un moment donné, il avait trouvé une fibre qui était faite à partir de bois, qui était vraiment de la réutilisation, c'était tout à fait éco-responsable, mais ça prenait une paire de ciseaux extrêmement forts pour pouvoir couper le matériel. Et ça prenait, je pense, une subvention pour avoir ces ciseaux-là, tellement ils étaient chers. Et il n'y a jamais eu la subvention, il n'y a jamais eu une nouvelle de comment ça allait fonctionner. Donc, c'est un projet qui est tombé à l'eau, mais il a essayé plein de choses, des techniques pour toujours se renouveler dans sa façon de travailler. Je vais arriver au géotextile, mais il y a eu aussi la sublimation. Donc, utiliser toujours du coton, mais le modifier avec des procédés pour que ça reste quelque chose de facilement nettoyable, de facilement portable, qui serait porté de façon très facile et vraiment qu'il n'allait pas se défraîchir, mais avec des méthodes, on pouvait changer sa texture.
Le géotextile, c'est arrivé à un moment donné où il a réalisé qu'on pouvait avoir de très, très longs rouleaux et de très larges rouleaux de géotextile pour un coût quand même relativement minime. C'est une toile qu'on utilise, par exemple, pour les vignobles, pour protéger les vignes pendant l'hiver. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin en très gros rouleaux et qui coûte pas si cher que ça. En tout cas, beaucoup moins cher que le cuir. Et ça fait en sorte qu'on pouvait avoir des choses très, 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 très longues et sans faire de couture, on pouvait avoir une cape ou une robe, la chasuble du cardinal de Richelieu, par exemple. Donc, avec une traîne, on pouvait avoir quelque chose de très long, mais sans couture. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait juste faire des plis ensuite. Et c'est un matériau qui pouvait donc être travaillé, teint, exactement. De la patine. Donc, on pouvait donner l'illusion que c'était d'autres textiles, d'autres matériaux. Avec le tombé du cuir, beaucoup moins lourd cependant, et beaucoup moins chaud. Donc, l'acteur était, encore une fois, très confortable, et c'était très important pour Barbeau. Tu parles de l'artisan, puis en même temps, il y a un côté scientifique. Je veux dire, c'est de la recherche sur des questions extrêmement matérielles, physiques, et tout ça avec une formation... Des écoles commerciales. Un peu en mode, voilà. Oui, donc l'école commerciale de dessin en premier, qui était à Concordia, puis ensuite est allée faire Côte-Noire-Caponi, qui était une école de couture, une haute couture. La plupart des femmes allaient faire leur trousseau, leur robe de mariée. Lui était là, puis sa professeure lui a fait jurer de ne jamais aller en mode, de se concentrer toujours sur le théâtre. Parce qu'il y avait vraiment déjà une sensibilité pour ça. Donc, elle lui a fait jurer. Mais en fait, il a aussi appris beaucoup au Cirque du Soleil. Il a été dans l'équipe de recherche et développement du cirque. Donc. Et là, il avait accès, puis je me souviens que tu parles de ça dans ton livre aussi, il avait accès soudainement à des ressources qu'évidemment les théâtres montréalais, peut-être, n'avaient pas ou n'avaient plus à partir d'une certaine époque. Donc, des budgets, mais aussi, j'imagine, des installations, des machines, de recherche-développement presque pure, là, tu sais. Comment insérer des lumières d'ailes dans un tissu et faire en sorte que le tissu soit quand même lavable. Comment sublimer, justement, donc une espèce de procédé qui faisait en sorte qu'on donnait de la texture au coton. Comment le teindre, mais avec une autre forme qui faisait en sorte qu'on pouvait avoir différents motifs. C'est arrivé très peu souvent qu'il avait autant de moyens, alors il s'est amusé beaucoup. Ça a été sa déception quand ils ont fermé le département de recherche et développement. Ils l'ont fermé avec la vente des intérêts québécois du Cirque du Soleil. Bon, un terrain extrêmement glissant, fait qu'on n'ira pas là-dedans. Évidemment, le devenir du Cirque du Soleil. On a parlé on vient de parler de cette école qu'il avait fait et où on lui a fait jurer de rester au théâtre. Vraiment une promesse qu'il a tenue pas mal. Il a fait d'autres choses aussi dans les arts du spectacle, mais bon, il en est resté là. Parle-nous peut-être un peu, ce sera une de mes dernières questions, mais parle-nous un peu de Barbeau le pédagogue. On en a parlé, formé plusieurs générations de costumiers, entre autres à l'École nationale de théâtre, mais pas seulement. Parle-nous un petit peu de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé au point d'aller voir peut-être des étudiants, des étudiantes, des gens qui ont formé, soit dans le cadre scolaire ou dans le cadre professionnel? Est-ce que tu en as rencontré ou plus largement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette empreinte-là du pédagogue? On en a parlé un petit peu tantôt, mais revenons-y. Ben, j'ai rencontré quelques personnes, y compris Renée Noiseau-Gury qui m'en a parlé beaucoup, qui a travaillé beaucoup avec lui et qui était professeure elle aussi, donc il y a une différente approche. Et les gens qui ont accepté de me parler de Barbeau étaient étonnamment des concepteurs de décors. C'était eux qui voulaient m'en parler. C'était eux qui voulaient me parler de l'influence que Barbeau avait eue sur eux. Alors que les gens de costume me disaient « Ah oui, mais j'ai ma propre approche maintenant. Ça a été un professeur. Donc, ça a été assez étonnant. Louise Campeau m'a parlé beaucoup de lui, de son influence sur elle. Et justement, ça a été très, très marquant. Mais c'est surtout les concepteurs de décors et certains acteurs qui m'ont parlé à quel point il a eu une influence sur eux. Gilda Roy qui vraiment se souvenait du travail qu'il avait fait sur un film, parce qu'il faut pas oublier qu'il a fait plusieurs films. Il y avait aussi certains autres acteurs qui étaient marqués. C'est André Lachapelle qui disait que c'est un costume porté par Barbeau, que Barbeau lui présentait. C'était aussi le pédagogue qui présentait de comment le porter. Comment on porte une cape,
Comment on porte un corset? Comment on s'assoit avec un corset? C'est Magali Lépine-Blondeau qui disait la même chose quand elle avait le costume pour les liaisons dangereuses qui était fait dans le New Look de Dior. On n'a pas la même posture avec du New Look de Dior et il a fallu qu'elle ait son cours de comment est-ce qu'on porte le New Look de Dior et Barbeau lui a donné. Donc, c'était très important pour lui. Il commençait par les souliers. Donc, est-ce que tu es confortable dans tes souliers? Puis s'il était confortable, là, il montait le costume. Puis, mais c'était la première chose qu'il faisait, c'est est-ce que tu es confortable dans tes souliers? Mais c'était des souliers qui allaient avec le costume. Mais il s'assurait que les gens étaient confortables. Donc, très souvent, il apportait les souliers pendant les répétitions pour que les gens marchent tout de suite avec leurs souliers. Partir de la base. On a dit comment dire, un travail avec de la matière dramatique très de toutes les époques ou à peu près. Toi qui as lu, entre autres, la réception critique, peut-être pas de ces 720 productions, mais en tout cas, tu en as lu beaucoup. Est-ce que, soit dans le regard qui a été posé là-dessus, ou toi-même comme chercheuse, est-ce que, là, on a parlé de méthode, on a parlé de posture pédagogique, de posture éthique de récupération, est-ce qu'il y a des constantes esthétiques dans son œuvre? Est-ce qu'il y a des choses où, des fois, et là, on regarde ici ce costume-là. Des fois aussi, c'était dans la façon de dessiner, évidemment, les esquisses où dès qu'on a fréquenté un petit peu, on reconnaît instantanément. Mais est-ce que toi, tu es capable de nommer certaines constantes esthétiques ou certaines lignes ou certaines... mais vraiment dans l'apparence, pas juste dans la façon de travailler, de fabriquer, mais esthétiquement? C'est une question qui s'adresserait probablement plus à un scénographe. On m'a toujours dit que je n'étais pas scénographe, que je ne pouvais pas porter ce genre de jugement-là. OK. Mais j'ai vu une constante dans les maquettes. Ça, c'est sûr qu'il y a le fameux petit dessin, là, qu'il y a tout le temps le dessin de base qui est tout le temps le même. Les messages, parce que c'est un code, la maquette. C'est des codes pour le coupeur, pour les couturières, pour les gens qui vont faire le costume. Il y a des codes dedans, c'est très, très riche. Mais dans l'esthétique, je pense que c'est quelqu'un qui, au début, j'avais un préjugé moi-même en commençant à travailler sur Barbeau, parce que toutes les critiques disaient les beaux costumes de Barbeau. Oui. C'était toujours les beaux costumes de Barbeau. Et j'ai d'ailleurs remarqué que la critique était beaucoup plus volubile sur les costumes dans les années 50, 60, 70. Et plus le temps avançait, plus c'était les beaux costumes de Barbeau. Alors, et c'est une critique, c'est pas une critique en fait, on voit aussi que les textes sont plus courts. Donc, les gens manquaient de place. Donc, elle est à l'essentiel. Et souvent, on comprenait pas les costumes. Alors, si on comprend pas les costumes, on va juste dire qu'on les a trouvés beaux. Et lui, c'était justement, pour certains costumes, il était plus attaché, pour la Divine Illusion, entre autres, il était plus attaché au costume de la soutane, donc du prêtre, que celui de Sarah Bernard, qui était beaucoup plus flamboyant, qui était beaucoup plus beau. Mais lui, sa fierté, c'est d'avoir été capable de faire une soutane avec le quart de tissu que ça prend pour faire une soutane. Donc, oui, là, ça prendrait des critiques de théâtre particulièrement versées dans ce genre de questions-là pour être capable de remarquer ça. C'est pas que je veux défendre ces gens-là, bien sûr, mais ça prendrait... Mais il y a le problème d'espace, il y a le problème de compréhension, et il y a aussi que des fois, c'est difficile à comprendre. C'est ça, le travail le plus difficile, c'était la soutane et non pas l'extravagant manteau blanc en fourrure de Sarah Bernard. Alors, c'est là que sa fierté était. Donc, c'était dans ces petites choses-là. C'est Anne-Marie Cadieux qui jouait Sarah Bernard oui, aussi. C'est sûr que ça captait peut-être... Et c'était son actrice préférée. Donc, Anne-Marie Cadieux a toujours été son actrice préférée, mais c'était pas son costume à elle qui était son préféré. C'était celui d'Éric Bruno. On parlait de cette durée-là dans le temps. Tu as cité Les Liaisons dangereuses, La Divine Illusion. Ce sont des productions des années 2010. Fait qu'on est vraiment là, jusqu'à la fin. Il a conçu, il a travaillé sur des projets. Ces dernières années ont été particulièrement flamboyantes. Je dirais qu'il a beaucoup travaillé avec Serge Noncourt, entre autres, évidemment. Évidemment. Donc, à la fin, il y avait seulement 2 metteurs en scène qui l'engageaient, Monique Duceppe et Serge Noncourt, avec 2 vraiment visions très différentes de la mise en scène. On va s'entendre là-dessus. Je n'ai dit que ça. Et aussi 2 façons très différentes de travailler. La mère de Serge Noncourt était couturière. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours eu une sensibilité pour le tissu, pour la couture et pour le costume.
Alors que Monique Duceppe, elle était comme plus dans la praticalité de la chose, mais ils se parlaient à demi-mot parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps, allaient en vacances ensemble. Barbeau allait en vacances avec les Duceppe pendant des années, même à l'époque de Jean Duceppe, donc c'était quelqu'un qui était très proche de la famille. Donc il y avait plus une connivence de famille avec Monique Duceppe, alors qu'il y avait plus une connivence d'amis proches avec avec Denoncourt. Et ben les deux l'ont fait travailler beaucoup et Denoncourt a été très actif au TNM pendant une certaine période, de 2010 à 2015. Alors ça a été Christine Reine-Garçon, ça a été La Divine Illusion. Alors, ça, il y avait beaucoup de cuir dans Christine Reine-Garçon. Hein, ce n'était que du géotextile. Ah mon Dieu, on est bluffé, on est bluffé. Le seul cuir, c'était les bottes qui ont coûté si cher. Ah oui, je les revois. Bon, on va peut-être finir un petit peu là-dessus. Quels héritages, vaste question bien sûr, mais de ce troisième temps du costume, de quoi on peut encore profiter? Quel héritage aussi sur une pratique actuelle peut-être? Comment tu vois encore, outre évidemment le livre que tu publies aujourd'hui, présence de Barbeau dans le théâtre québécois ou dans la culture, dans les arts vivants québécois? Bien, il y a encore beaucoup de ces étudiants qui travaillent. Donc, inévitablement, cette influence-là, elle est encore présente sur nos scènes pour tous ces concepteurs-là qui ont travaillé. Il a fait beaucoup de stages dans les dernières années de sa vie. Alors, il a influencé quand même les jeunes qui sont quand même pas en milieu carrière en ce moment, il était déjà d'ailleurs assez découragé d'apprendre que la plupart des concepteurs ne savaient pas coudre. Pour lui, c'était quelque chose qui se pouvait pas. Donc, il les a conscientisés et c'est quelque chose qui revient. J'ai des amis qui sont dans le milieu, puis par la force des choses, par les problèmes financiers, on réapprend à coudre, on essaie d'apprendre et d'être autonome. Donc, il y a quelque chose qui revient. Je trouve ça vraiment le fun. Qu'est-ce qui va nous rester? Mais je pense qu'on est dû pour une exposition. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Le musée de la civilisation la prévoit. Je suis pas capable de dire de date, c'est même pas en chantier en ce moment. Mais j'aimerais beaucoup. Ça serait quelque chose que je crois que justement 10 ans après sa mort, on est dû pour revoir des choses. Ouais. Donc, et sinon, il était partout. Alors, inévitablement, il y a une influence dans tous les domaines qui se ressent tranquillement, pas vite. Mais pas tranquillement, pas vite, mais qui se ressent un peu partout quand même. Merci beaucoup, Roxane. Pour le reste, évidemment, on va lire ton livre. Merci. François Barbeau et son approche du costume, le récit d'une carrière, 1955-2016. C'était tes travaux, ta thèse de doctorat, qui est maintenant un ouvrage publié par les presses de l'Université de Montréal, dans la collection La Petite Culture. Merci beaucoup, Roxane, d'avoir partagé ça avec nous. C'est passionnant. Merci. Merci.